Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est très beau les Tuileries sous Louis XVIII. On a oublié tout le décorum extraordinaire qui a accompagné cette restauration de 1814 et 1815. Tout le personnel innombrable, toute la grande vaisselle, le mobilier qui avait été fait en grande partie pour l'empereur Napoléon Ier et qui, moyennant quelques petites adaptations, avait pu être utilisé pour la nouvelle cour royale. Le soir du 15 septembre 1817, les derniers rayons du soleil caressent tout ce beau mobilier, toutes ces boiseries sculptées des Tuileries. Le roi Louis XVIII est là, singulier destin tout de même, que celui de Louis XVIII, frère de Louis XVI, bien sûr, un frère qu'il n'appréciait guère et qu'il avait longtemps, y compris à l'époque de l'Ancien Régime, rêvé de remplacer. Il avait eu dans sa jeunesse des sentiments pour sa belle-sœur, pour Marie-Antoinette, qu'il avait dans un premier temps adulé avant de s'en faire une ennemie, contrairement à son autre frère, le comte d'Artois, qui deviendra son successeur sous le nom de Charles X et qui lui était le beau-frère préféré de la reine Marie-Antoinette. Alors évidemment, tout ça avait volé en éclats à la faveur de la Révolution française. Le comte de Provence, c'était son titre à l'époque, avait fui Paris le même jour que Louis XVI, c'est-à-dire pendant la plus courte nuit de l'année, la nuit du 20 au 21 juin 1791, mais alors que la famille royale avait été empêchée dans sa grande équipée et qu'on l'avait arrêté chez l'épicier Sauce à Varennes, le comte de Provence, avec son épouse à l'époque, puisque la comtesse de Provence vivra jusqu'en 1810, le comte de Provence avait réussi à fuir le royaume. Et c'est avec horreur qu'il avait appris, un peu plus d'un an plus tard, la chute de la monarchie, l'incarcération de son frère à la prison du Temple, et puis le procès et l'exécution de Louis XVI, et ensuite un procès bien plus vil encore, et qui avait conduit à l'exécution de sa belle-sœur, et puis la mort du petit dauphin, mort en tout cas officielle, nous n'entrerons pas dans cette histoire, en juin 1795, qui fait que lui, comte de Provence, frère du roi, en exil, était devenu, en tout cas aux yeux de tous les royalistes, non seulement de France, mais d'Europe, était devenu le nouveau roi Louis XVIII, puisque Louis XVII était mort. Il ne va pas cesser de parcourir l'Europe à la recherche d'un souverain qui veuille bien l'accueillir, ce roi Louis XVIII. Inutile de vous dire qu'il n'est pas partout le bienvenu, on l'a vu un peu partout, en Russie, en Allemagne, en Angleterre, bien entendu, essentiellement. Napoléon a sans cesse repoussé pendant ce temps les limites de son empire. Et évidemment, plus Napoléon conquérait de nouveaux royaumes, et moins étaient nombreuses les cours qui étaient propices à l'accueil et au refuge de Louis XVIII, qui s'installe en Angleterre dans l'attente de la chute de celui qu'il considère comme l'usurpateur. Louis XVIII est convaincu que Napoléon va tomber un jour ou l'autre. Et de fait, en 1814, à l'issue de la campagne de France, vous savez ce qu'il en est. Louis XVIII va donc rentrer en France, à Paris. C'est son frère Artois qui est lieutenant général du royaume. Lui accorde la charte. Il s'installe aux Tuileries. Sauf que en 1815, Napoléon s'enfuit de l'île d'Elbe. C'est l'épisode des 100 jours qui oblige Louis XVIII à repartir pour l'exil, à Gand cette fois. Il va rentrer dans les fourgons de l'étranger, comme on le disait en 1815, de façon nettement moins glorieuse que la première. Il restaure en France cette monarchie parlementaire. Ça fait 5 ans qu'il est veuf à l'époque. Il n'a pas de descendance, ce roi, et il est constamment entouré. Il a des favoris et favorites. Oh, rien de sexuel dans tout ça. Il a simplement besoin de la confiance, de l'amitié, de l'estime d'une personne à la fois admirative et serviable. Les faveurs tombent en cascade sur l'heureux élu, ou sur l'heureuse élu. Le contexte politique est divisé entre plusieurs camps antagonistes. Vous savez qu'il y a à l'époque, on va dire, deux grandes tendances qui s'opposent. D'un côté, ceux qui souhaitent restaurer la monarchie telle qu'elle était avant la Révolution française, ce sont les ultra-royalistes, qu'on appelle les ultras. Et puis il y a tous ceux qui veulent ancrer durablement les acquis de la Révolution et qu'on doit pouvoir considérer comme des libéraux sur le mode anglais. C'est ainsi qu'en tout cas qu'on les appelle. Et puis entre les deux,
Entre les deux, avec toute une variété de nuances, il y a toutes les personnes un peu plus modérées qui essaient d'établir la synthèse, qui voudraient rétablir la monarchie dans sa plénitude, mais qui en même temps sont bien conscients de tout ce qui s'est passé depuis la Révolution, le Consulat, l'Empire, et qui veulent en tirer les conséquences. Et c'est exactement dans cette catégorie un peu incertaine des modérés qu'il faut aller chercher le roi Louis XVIII. Alors, vous voyez bien, le problème de Louis XVIII, c'est que ses excès de table l'ont conduit à une obésité complètement extravagante. Il se déplace de plus en plus mal. Il va bientôt falloir le porter à bras d'homme, littéralement. Donc, physiquement, il a de gros problèmes, ce roi qu'on appellera bientôt le roi podagre. Mais c'est comme si cette impotence l'avait, en revanche, aiguisé sur le plan de l'esprit, avec un esprit très vif, souvent mordant, pour ne pas dire acerbe. C'est pas quelqu'un de très gentil, Louis XVIII, mais c'est quelqu'un de très intelligent. Voici ce qu'un témoin dit à son propos. Son corps était énorme, mal soutenu et péniblement balancé sur des jambes et des pieds rongés par la goutte depuis bien des années. Il semblait qu'un brin de paille pouvait lui faire perdre l'équilibre, c'était effrayant. Mais une fois en place et surtout assis, Louis XVIII était un beau roi. Il portait bien sa tête poudrée, il avait un regard à la fois doux et vif, un sourire mêlé de bienveillance et de finesse, un bel organe et beaucoup de grandeur et de grâce dans son salut de la tête. Tout le monde sait qu'il était doué d'une prodigieuse mémoire qui mettait en valeur son érudition bien connue. Il avait le don de la réplique, répondant avec une facilité digne et gracieuse à tous les discours officiels. Bref, le roi Louis XVIII possède toutes les qualités qui font la grandeur d'un souverain. Et en ce soir donc du 15 septembre 1817, il faudrait peut-être que j'y revienne, il est dans son bureau, dans son cabinet comme on dit à l'époque, et il est en train de converser avec celui qui est le favori du moment et dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, le duc Decazes, bien sûr. Un favori qui lui parle d'une femme que le roi doit rencontrer le lendemain matin. Elle a une demande à faire. Elle est comtesse. On l'appelle la comtesse Duquela. Decazes l'ignore encore, mais cette femme qui va rencontrer le roi s'apprête tout simplement à le remplacer dans le cœur du souverain. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors avant peut-être d'évoquer cette rencontre entre le monarque et celle qui va devenir sa favorite, il faut peut-être que je vous explique qui elle est, elle. Remontée à un temps peut-être où la comtesse Duquela n'était encore que Zoé Talon. Alors je dis n'était que, c'est une très très grande famille, la famille d'Omer Talon, vous savez, qui avait osé tenir tête à la régente Anne d'Autriche pendant la régence de 1643 et au début de la Fronde. Zoé naît dans une belle famille en 1785. Sa mère est très fortunée, bonne aristocratie de son côté, et l'existence de Zoé aurait pu être tout à fait paisible. Elle aurait pu être une dame fort respectée, de la bonne noblesse, tenant sa place dans le Paris de Louis XVI et peut-être même à la cour, tenant un salon respecté si elle avait voulu. Sauf que son destin, comme celui de ses contemporains, a été complètement bousculé par la Révolution française, bien entendu. Elle n'a que 4 ans au moment des événements de 1789, et alors que ses parents partent en exil, Zoé est confiée à Madame Campan, vous savez, celle qui avait été la lectrice de Marie-Antoinette et qui tenait cette école pour jeunes filles tout à fait respectable. On est maintenant en pleine Révolution française, à l'issue de la Terreur, au moment de ce qu'on appelle la République thermidorienne, en 1794. Cette école instruit les jeunes filles de haut rang, et on y trouve, par exemple, pour vous donner un exemple, Hortense de Beauharnais, la fille de Joséphine. Zoé, donc, va s'initier à tous les arts commodes, la conversation, enfin tout ce que doit savoir une jeune fille de bonne famille. Elle grandit là, ses parents sont à l'étranger, faut pas l'oublier, elle ne quitte le pensionnat que rarement, et ça marque son enfance, tout ça, bien sûr. Elle se souvient des moments, et toute sa vie, elle s'en souviendra, des moments de solitude qui étaient les siens lorsque ses camarades rentraient chez leurs parents pour les périodes de vacances, au singulier à l'époque, et qu'elle n'avait, elle, nulle part où aller. Voilà ce que sera pour elle la révolution, ce sera l'absence d'un foyer. Et puis, sa mère vient à mourir alors qu'elle est âgée, elle, de 15 ans.
Et c'est elle qui va donc hériter le titre et tout le reste. Son père essaie de la marier. Il est toujours en exil à l'époque. Il pense à une famille originaire d'Italie, la famille Bachi de Kela, famille proche de la maison de Condé. Sans la Révolution, Zoé n'aurait pas pu prétendre à un mariage comme celui-là, mais avec l'immense fortune dont elle a hérité de sa mère, les grandes familles qui ont été en partie désargentées du fait de la Révolution deviennent moins regardantes sur l'ancienneté du titre, n'est-ce pas? Parce que la dot est intéressante. Bref, Zoé va épouser le fameux Achille Duquesla. Elle a 17 ans, lui en a 27. Nous sommes là en août 1802. Le mariage est signé, tous les deux vont faire leur voyage de noces sur la côte à Montpellier. Je cite Mathieu Mensch qui vient de faire paraître un ouvrage aux éditions Perrin qui s'intitule « Les femmes de Louis XVIII ». Et c'est un grand plaisir de citer Mathieu Mensch parce que c'est un de ces chercheurs qui renouvelle en quelque sorte l'historiographie française. Voici ce qu'il écrit. Durant le voyage, la jeune femme peut enfin prendre la mesure de l'homme étrange qu'est devenu son époux. Achille est colérique, parfois violent, et ses contemporains le qualifient tour à tour de plus que bizarre, bizarre jusqu'à la folie, d'ours farouche et mal laissé, qui ne sortait ni ne laissait sortir sa femme de sa tanière. De l'autre côté, les rares témoignages la concernant évoquent une jeune fille belle, modeste et embarrassée, nous dit Mathieu Mensch. Entre les deux époux, la mésentente est très vite patente et Zoé se résout rapidement à quitter Montpellier et son mari pour venir vivre à Paris en compagnie de sa belle-mère avec qui elle s'entend parfaitement. Elle se fait une place dans les salons du Faubourg Saint-Germain grâce à son excellente éducation, même si la toujours perfide Madame de Boigne critique son teint horriblement gâté. Dans ces salons héritiers de la tradition d'Ancien Régime, Zoé apprend et parfait son art de la conversation, cet art qui séduira Louis XVIII. Loin de son mari, Zoé devient, peut-être un peu avant l'heure, ce qu'on doit pouvoir qualifier de femme indépendante, femme libre. La comtesse Duquesla mène sa vie comme elle l'entend dans le Paris du Premier Empire. Vous écoutez Radio Classique. Et voilà donc Zoé qui est conduite par tous les chambellans que vous pouvez imaginer dans le grand cabinet du roi. Nous sommes en septembre 1817. La raison de sa visite, c'est un problème juridique et financier, une question d'héritage. Il faut savoir qu'elle n'a pas eu beaucoup de rapports avec son mari, la comtesse Duquesla, mais suffisamment tout de même pour qu'ils aient 2 enfants. Or, sa belle-mère, qui apprécie peu son propre fils, a décidé de faire de ses petits-enfants ses héritiers. Et évidemment que le fils n'est pas d'accord, alors il va falloir organiser tout ça. Il est bien conseillé, là, de bons avocats, lui. C'est Gosselin le Nôtre qui avait une autre théorie sur ce premier rendez-vous de septembre 1817, lui disait que Zoé Duquesla possédait des documents extrêmement compromettants pour le roi Louis XVIII, puisqu'il prouvait ces documents qu'il avait comploté contre son frère Louis XVI avant la Révolution. Bref, pour une raison ou pour une autre, elle se trouve dans le grand cabinet des Tuileries. Grande rencontre donc. Tout de suite, le roi Louis XVIII est assez séduit par le charme de Zoé. Voici ce que nous dit La Rochefoucauld. Le roi aurait dit à sa visiteuse « Madame, j'avais une affection tendre pour madame votre belle-mère. J'avais su l'apprécier et je vous ai connue par elle. Ses recommandations me sont sacrées. Peu de temps avant sa mort, elle m'a peint votre situation et vos malheurs et elle m'a inspiré pour vous un intérêt si vrai que vous pouvez sans crainte venir en réclamer les marques toutes les fois qu'elles pourront vous être utiles. Je serai charmé de vous recevoir toutes les fois que vous voudrez. » Et, ajoute Mathieu Mensch, au-delà de cette version enjolivée, nul ne sait ce qui s'est réellement dit. La comtesse aurait renversé les papiers du souverain avant de s'excuser de sa maladresse. Le roi se serait montré séduit non seulement par sa timidité, mais aussi par son intelligence et sa beauté, au point de l'inviter à revenir le voir. La comtesse a 32 ans, le roi 60. Les persiflages débutent dès la fin de cette audience. Louis XVIII demande à son favori Decazes de régler les affaires financières donc de la comtesse Duquesla. Decazes, tellement puissant à l'époque qu'il commence à diriger les affaires du ministère. En 1817, il est ministre de la police. L'année suivante, il sera président du Conseil, ministre de l'Intérieur. Et avec cette grande puissance, il parvient évidemment à faire en sorte que Madame Duquesla gagne son procès et puisse gérer l'héritage de sa belle-mère en attendant la majorité des enfants.
La comtesse s'installe rue de Bourbon, dans ce qui est aujourd'hui le 6e arrondissement. Elle se rend une fois par semaine dans le bureau du roi aux Tuileries. Louis XVIII apprécie la spontanéité de cette femme. Sans doute est-il agacé à l'idée de rencontrer toujours les mêmes personnes très vieillissantes, extrêmement obséquieuses. Et elle est différente. Il n'en peut plus, lui, des Talleyrand, des Fouché, et de tous les vieux ministres qui sont là complètement pliés en deux devant lui. Et Madame Duquesla, comme Decazes d'ailleurs, lui apporte la fraîcheur, tout simplement. Pas oublier l'état du roi, qui vient juste de perdre en plus son médecin Talochon et qui donc a besoin qu'on l'entoure, qu'on l'aide. Madame Duquesla est de cette bonne famille, mais qui, d'une certaine manière, a frayé à peu près dans tous les milieux. Decazes, lui, vient d'une famille roturière. Il s'est embourgeoisé au moment de la Révolution. Il n'a pas hésité à côtoyer de très près la famille Bonaparte, ce qui n'a pas été le cas de Madame Duquesla. Avec ses deux favoris, Louis XVIII réalise en quelque sorte une synthèse des grandes élites de l'époque en France. Quella ne fait pas d'ombre au pouvoir de Decazes, qui est un petit peu le fils que Louis XVIII aurait aimé avoir, alors que la comtesse, comment est-ce qu'on pourrait la définir ? Disons qu'elle est une confidente, une intimité. Les visites aux Tuileries se font de plus en plus rapprochées et finissent par devenir fixes, nous dit Mathieu Mensch. La comtesse est reçue une fois par semaine le mercredi avec une bonté toute paternelle. Le roi exige même de voir ses enfants une fois par mois. Les milieux royalistes construisent l'image d'une relation filiale entre le souverain vieillissant et la comtesse dont il apprécierait davantage l'esprit que les charmes physiques. Ceci est sans doute proche de la réalité, tant le roi est friand de ses joutes verbales, de ce que Madame de Maillé qualifie avec malice de discours sans conclusion. Au cours de leurs échanges intellectuels stimulants, le roi aurait d'ailleurs été frappé de son jugement comme de son esprit. Il est évident toutefois que la femme lui plaît. Hors de leur rencontre désormais institutionnalisée, le roi abreuve la comtesse de lettres. Quand il ne la voyait pas, il lui écrivait plutôt 2 fois qu'une dans la journée, écrit Pasquier. Tandis que Villèle affirme qu'il est rare que je fusse introduit dans le cabinet de Louis XVIII sans le voir cachant une lettre qu'il écrivait chaque jour, peut-être plusieurs fois par jour, à l'objet de ses constantes préoccupations. Decazes rencontre de grandes difficultés. Vous savez ce qui va se passer. L'assassinat du duc de Berry en février 1820. On accuse Decazes et le climat politique trop libéral qu'il a entretenu d'être à l'origine de toute cette catastrophe. Et Louis XVIII va devoir se séparer de son favori et principal ministre, qu'il va nommer ambassadeur à Londres. Et ne reste plus à ce moment-là auprès du monarque qu'une seule personne de confiance, Zoé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment, j'allais dire un boulevard s'ouvre devant, c'est l'époque des boulevards, ça tombe bien, s'ouvre devant Zoé Duquesla, qui maintenant est la favorite de Louis XVIII, qui l'appelle ma fille d'ailleurs. Et évidemment, elle va gagner en importance politique, mais aussi dans la familiarité d'un monarque qui est de plus en plus malade et qui a besoin qu'on l'aide, qu'on l'appuie, qu'on s'occupe de lui. C'est presque un peu une infirmière, disons-le. Presque tous les jours désormais, la comtesse est introduite dans les appartements royaux. Un de ses proches lui demande de faire modifier l'opinion du roi, ou on lui tend un petit papier avec le nom d'une nomination très importante, et la comtesse arrive presque toujours à obtenir tout ce qu'elle veut du roi. C'est le général Boniface de Castelane qui dira avec dépit que la favorite Madame Duquesla gouverne la France. Ça, c'est sans doute un peu exagéré, mais ça nous montre en tout cas ce que pensent les contemporains de la grande influence de cette femme, dont on dit que c'est elle qui aurait convaincu le roi de céder aux instances de Chateaubriand et d'envoyer des troupes en Espagne pour restaurer les Bourbons d'Espagne. C'est la fameuse campagne qui sera soldée par la victoire du Trocadéro, bien entendu. Tous les courtisans savent que c'est à Madame Duquesla qu'il faut désormais s'adresser si vous voulez obtenir quelque chose de Sa Majesté Louis XVIII, qui est de plus en plus fatigué, de plus en plus obèse, qui vraiment maintenant ne bouge plus, si je puis dire. En 1823-1824, ce sont près de 700 lettres qu'elle va échanger avec le roi, ce qui ne manque pas évidemment d'agacer Madame Duquesla, qui n'en peut plus de ce rôle qu'on lui fait jouer. Un jour, elle aurait dit avec un certain dépit, mais enfin, je ne suis pas Decazes. Franck Ferrand sur Radio Classique. La vérité, c'est que Zoé agit au nom de ses propres idées. Elle ne recherche pas la faveur ou la fortune. Non, ce qu'elle veut, elle, c'est peser sur les décisions dans le sens de ses idées. Elle est en quelque sorte une femme
politique. Elle a beaucoup souffert des effets de la Révolution et naturellement elle penche vers un fort conservatisme. Elle est pour la préservation de l'ordre social, mais l'affection qu'elle porte au roi n'en est pas moins réelle, sincère. Le 16 septembre 1824, c'est la mort de Louis XVIII au palais des Tuileries. Louis XVIII n'avait que 68 ans, mais il paraissait bien plus que ça. Elle n'a que 39 ans à l'époque. Et dans son testament, le roi accordait une rente à sa favorite. Il la nomme à la tête de la manufacture royale des Gobelins, mais oui. Elle sera d'ailleurs absolument extraordinaire, Madame Duquesla, à la tête de cette manufacture. Elle fera des merveilles. Et si l'on en croit les actionnaires de l'époque, ils disent que Madame Duquesla est l'homme qu'il nous faut. Elle va vivre tranquillement la fin de sa vie en France. En 1830, au moment où le roi Charles X est chassé du trône par la révolution des Trois Glorieuses et où c'est son cousin, poussé, tenu par les libéraux, qui va devenir le roi Louis-Philippe, elle reste, elle, fidèle à la branche aînée. Elle reste fidèle au monarque en exil, mais elle est discrète maintenant. Elle va peu à peu devenir une vieille dame, enfin si l'on peut dire, parce qu'au moment où elle meurt, en 1852, donc juste au moment où la Deuxième République est en train de devenir le Second Empire, elle n'a somme toute que 66 ans. Vous écoutez Radio Classique.